Rien n'est éternel. Toutes les pages finissent par se tourner. Pour certains, c'est un nouveau départ. Pour d'autres, c'est la chute. La démocratie, au fond, a beaucoup donné, mais résultat des courses, si je puis dire, elle est aujourd'hui affaiblie, et nous avec elle. Aujourd'hui, quels sont les signes concrets du déclin de nos sociétés? Cet endroit est décadent. Pour qui sommes-nous ici? Pour qui tout ça a-t-il été construit? C'est la question qu'on peut se poser. Orgueil et préjugés. La croyance en notre propre vision des choses ne nous empêche-t-elle pas de comprendre celle des autres? À partir du moment où vous-même, vous ne voulez pas être dans la case universelle, vous êtes déjà dans la décadence. Sommes-nous intolérants face à la différence? C'est un aspect très important dans la notion de décadence. Qui détermine ce qu'on ne peut pas montrer, ou la façon dont on peut le montrer? Qui définit les tabous? Partageons-nous encore des critères communs pour distinguer le bien du mal? Ou avons-nous perdu de vue ces deux notions? Ce qui est décadent, c'est notre société de surabondance. Au bout du compte, nous sommes gavés. Quand quelqu'un ne s'intéresse qu'à sa propre personne, n'agit qu'en fonction de ses intérêts personnels, quand il n'y a pas de limite, pas de sens des responsabilités, quand la seule chose qui compte, c'est l'intérêt des uns au détriment des autres, selon moi, ça, c'est une attitude décadente. Alors vous dites de décadence, moi je dirais un sentiment d'impuissance, un sentiment de tétanisation, un sentiment de sidération, un sentiment comme si l'impuissance, je veux dire qu'on a l'impression que son psychisme est disloqué. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à réellement se penser en tant qu'humain. Le déclin de l'Empire romain, le grand récit de la décadence, ont confronté de nombreuses périodes de l'histoire à leur faiblesse. Ce qui cause le délitement d'un empire, ce sont l'égoïsme et la démesure, la faillite des élites et les ennemis, tant intérieurs qu'extérieurs. La société occidentale est-elle à son tour en train de s'effondrer, et cela par notre faute ? Sommes-nous en train de nous adonner au luxe sans aucun scrupule? De faire de l'égoïsme une valeur suprême en perdant le sens du collectif? De vivre aux dépens des pauvres sans aucune empathie? La démocratie serait-elle menacée par des néofascistes ou autres mouvements d'extrême droite parce que nous sommes devenus trop faibles pour la défendre? C'est encore l'image de l'Empire romain assiégé par 1000 dangers. Bon. En réalité, je crois que la démocratie est faible lorsqu'on l'affaiblit et qu'on ne se souvient pas qu'elle a été tout de même, par rapport aux principes qu'elle incarne, elle a été au cœur de combats qui ont été sanglants au XXe siècle. La démocratie a perdu de sa force de persuasion. Pourquoi ? Qui sont les véritables ennemis? Viennent-ils de l'extérieur ou de l'intérieur de notre société? Quelle force nous pousse vers le déclin? Monique Pinson-Charlot apporte une réponse. Le sentiment de décadence se manifeste du fait qu'il y a des inégalités aujourd'hui entre les familles les plus riches, ces familles qui s'accaparent non seulement les richesses,
mais aussi tous les pouvoirs grâce à ces titres de propriété, ces familles-là, aujourd'hui, avec la financiarisation mondialisée du système capitaliste, mènent la guerre, une guerre de classe, contre les familles les plus pauvres qui non seulement sont malmenées par la misère, la pauvreté économique, la pauvreté culturelle, mais qui en plus sont stigmatisées, sont méprisées, sont déshumanisées. Après la croissance vient le déclin, avec des gagnants et des perdants. L'histoire de Denain, dans les Hauts-de-France, est liée à celle de la fin de l'ère industrielle. Vincent Jarousseau a consigné cette histoire à l'aide de son appareil photo. Quand on est en haut d'une montagne, quand on est au sommet d'une certaine manière, quand l'élite est au sommet, finalement d'en haut on ne voit pas grand-chose. Ici on voit des maisons et on ne voit pas les gens. On ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et finalement, je crois qu'il faut descendre de ce sommet pour se mettre à hauteur d'homme, pour finalement comprendre les vies. Denain a subi de plein fouet la fermeture des aciéries du Nord. 40 ans plus tard, la ville ne s'en est toujours pas relevée. Ses habitants ne font plus confiance à l'État ni aux politiques. Depuis une dizaine d'années, Vincent Jarousseau revient régulièrement à Denain pour raconter en photo le quotidien d'un délabrement social et culturel. Disons que les habitants ici sont quelque part un peu perdus dans la mondialisation. Au revoir, de toute façon, on se revoit bientôt. J'ai dit la question. C'est une forme de décadence, de mon point de vue, d'une partie des élites. Alors non pas qu'il fallait maintenir absolument ce modèle productiviste d'industrie lourde, elle devait évoluer. Regarde juste un peu derrière moi, au-dessus, comme ça. Mais la manière dont on a traité les personnes qui travaillaient dans ces usines derrière est complètement irrespectueuse. On n'a pas accompagné socialement les gens ici. Résultat, les Denaisiens se sont de plus en plus radicalisés. J'ai connu Mickaël il y a 2 ans. Et sur la fratrie des 6 enfants, c'est le seul à travailler. Il y a 15%, quoi. À l'île, c'est parce que... Mickaël est chauffeur routier. Il parcourt ses 900 km entre la France et l'Allemagne, du moins quand il y a quelque chose à transporter. Son fils est au chômage. Il est assez représentatif de ces petites classes moyennes, finalement, qui se sentent étranglées, pas suffisamment reconnues dans leur travail, pas suffisamment reconnues aussi par des salaires qui sont trop bas. Et Mickaël, par exemple, fait partie de ces personnes qui se sont engagées dans le mouvement des Gilets jaunes dès qu'il a commencé. On a beaucoup parlé en France cette année de la question de la fin du monde ou de la fin du mois. La fin du monde, c'est les aspects écologiques, la fin du mois, c'est les dimensions sociales. Je dirais que le problème vient de ceux pour qui toutes les fins de mois, c'est la fin du monde. Le mode de vie occidental, qui prône des idéaux de liberté et d'individualisme, n'est-il pas devenu depuis longtemps une provocation face au monde entier ? Nos élites, riches et privilégiées, contribuent-elles encore à l'effort collectif ?
l'individualisme peut être négatif. C'est le cas aujourd'hui avec le néolibéralisme, avec cette société où on a les oreilles bouchées, on a toujours le téléphone, on ne voit même plus les autres, un individualisme négatif où on est devenu on n'est même plus un citoyen, on est un consommateur. On pense au prochain iPhone qu'on va, voilà. On est toujours dans l'envie d'avoir plus que le voisin du dessus, plus que son frère, plus que sa sœur. Depuis le Moyen Âge, Strasbourg est une ville ouverte sur le monde. Elle est réputée tant pour sa beauté que pour sa diversité culturelle et intellectuelle. Blotti au pied de la cathédrale, le salon de thé au fond du jardin est un écrin enchanteur. Il faut pousser ça de l'autre côté un petit peu pour pas que ça vienne. Voilà, pour que le laurier y pousse. Et Son créateur, Frédéric Robert, est un ancien étudiant des Beaux-Arts. Il est fasciné par le courant victorien. Depuis 20 ans, chaque vitrine, c'est toute ma vie. Ces vitrines, c'est à peu près 8 heures de montage. Le choix des roses en tissu qui viennent de Londres, le choix des objets, le choix des tissus, le romantisme. Mais pour moi, cet assemblage, c'est obsessionnel, c'est obsessionnel. C'est la nuit que je travaille ces vitrines, entre minuit et à peu près 6 heures du matin, pour que chaque personne qui va passer, à chaque moment, puisse avoir l'histoire intégrale de ce film dans la vitrine. Le salon de thé est un hommage à la belle époque. Depuis 20 ans, il y a un rituel. Et à 16h30, ce qui va se passer, c'est que le rideau va s'ouvrir ici. Les gens, ils attendent à l'extérieur. Personne ne bouge. Le rideau s'ouvre. Et à ce moment-là, je vais accueillir toutes les personnes, les unes après les autres. Et ensuite, moi, j'entre en scène, réellement avec eux, pour raconter le goûter d'Agatha Christie et le goûter de Proust tous les après-midi. Le dandy Oscar Wilde aurait été le bienvenu ici. À partir du moment où vous-même, vous ne voulez pas être dans la case universelle, vous êtes déjà dans la décadence. La décadence, c'est tout un art très spécifique entre Proust et l'époque de tous ces gens qui ont cultivé la décadence. Mais à travers le raffinement, à travers la poésie, on flirte toujours avec une forme de décadence. La décadence est une résistance esthétique pour mieux supporter la chute. Les musées européens regorgent d'œuvres d'artistes mondialement connus qui partageaient cette vision. La décadence est une forme d'expression qui se trouve au-delà de la normalité, qui voue un culte à l'anormal et à la crise. Ce culte est voué à la beauté de toute chose, y compris dans la mort et le mal. À Berlin, la Alte Nationalgalerie consacre plusieurs salles à la fascination de l'art du XIXe siècle pour le morbide. Dans notre société, la mort est totalement refoulée. C'est un tabou très fort dans notre culture. Nous n'en parlons pas. Nous ne voulons pas la voir. Elle nous effraie au plus haut point. On a terriblement peur de la mort. Je le constate chez moi comme chez mes amis. Notre civilisation moderne aurait-elle tiré un trait sur la mort ? La première fois qu'on perd quelqu'un de sa génération, de son cercle d'amis, de son âge, on prend conscience qu'on peut aussi perdre d'autres gens qu'on aime, mais aussi qu'on est soi-même mortel. Et c'est ce qui nous fait peur. La peinture décadente de la fin du XIXe siècle montre encore le déclin de manière ironique. Une façon d'exorciser la peur.
L'île des morts d'Arnold Böcklin ne renvoie pas à une réalité que nous connaissons. Le tableau ouvre des portes vers l'âme, peut-être vers la nôtre en particulier. L'eau y est représentée comme un miroir. Le reflet est un élément central du symbolisme. C'est le regard sur soi, la confrontation avec l'âme. On parle d'ailleurs de miroir de l'âme. La décadence de ce tableau réside à la fois dans son caractère insondable et dans une certaine envie, non pas de déchiffrer le monde, mais au contraire de le rendre obscur. Le moi maladif de l'artiste qui décline opère comme un reflet de son temps. Une transgression à l'époque. De telles images démasquent l'obsession absurde du progrès et de la perfection qui règne dans la société, tout en célébrant le désir sexuel. Le symbolisme est un courant artistique qui s'est beaucoup confronté au désir sexuel et aux aspects les plus extrêmes de la sexualité. Toutes les variantes de l'amour ont été traitées. Hommes et femmes tenaient des rôles androgynes. Et l'amour homosexuel avait autant d'importance que l'hétérosexualité. La décadence serait-elle un plaisir de riches qui achetaient ces tableaux pour décorer leur salon? Pour Ralph Gleiss, l'art d'une époque est toujours un sismographe qui annonce la suite. Les périodes de décadence sont des phases de transition. Quelque chose s'achève ou est en train de disparaître, et donc autre chose peut commencer. Ces périodes de transition sont souvent marquées par la peur, aujourd'hui comme hier. Actuellement, ce serait par exemple le passage du monde analogique au monde numérique, d'une technologie visible à une technologie invisible. Mais il y a aussi une certaine jouissance à se confronter à la mort, à la souffrance, aux symptômes pathologiques d'une époque. Et cela se remarque souvent sous une forme symbolique dans toute la société. Berlin, la ville de la fête et des clubs. Aujourd'hui, une soirée événementielle est mise en ligne. David Roth est blogueur mode. Son site Dandy Diary reçoit des dizaines de milliers de visites. Et sa soirée annuelle est l'un des incontournables de la scène berlinoise. L'objectif de David, renvoyer aux fans des réseaux sociaux un reflet décalé du culte quasi-religieux qu'il voue aux images. L'idée, c'est de mettre en scène un groupe de personnes adeptes d'un culte du futur. Une communauté qui reçoit via des appareils connectés des instructions sur le comportement qu'elle doit adopter. Il y aura de la techno dure, entrecoupée d'interventions de chanteurs d'opéra, tout ce qui peut suggérer une secte du futur. Quand on arrive à la soirée Dandy Diary, on est à la porte du paradis. Cette allusion ironique à une messe catholique renvoie aussi à la décadence du christianisme. Pendant des siècles, l'Église s'est servie de la notion du péché capital comme parade au déclin. Les plus connus sont la cupidité, l'orgueil et l'envie,
ainsi que la luxure. Aujourd'hui, l'avidité, moteur de la consommation, est omniprésente, tout comme la publication d'images suggestives sur Internet. Il y a cette dynamique du déclin. On part de quelque chose de bien, de ce grand cadeau qu'est la création, mais les hommes n'en font pas toujours le meilleur usage. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas une idée. Et ça fait aussi partie de la création, surtout de l'homme. Il est capable de prendre des décisions, de détruire, de tuer, de faire la guerre, d'exploiter. La grande question, le leitmotiv qui traverse toute l'histoire, c'est de savoir ce que nous faisons de cela. Comment nous le surmontons? Comment nous le contenons? Comment nous arrivons à vaincre ces forces du déclin qui sont en nous et nous tirent vers le bas, vers le mal, vers l'obscurité et nous réduisent à l'impuissance? À cette dualité, l'Église oppose encore son traditionnel message d'humilité et d'amour du prochain. Ces valeurs s'appliquent-elles sur les réseaux sociaux? Nous nous dirigeons clairement vers une culture qui connaît toujours moins de friction. Pour rester dans mon domaine, le monde de la mode est devenu le règne des influenceurs, ne serait-ce qu'en raison de l'outil. Instagram n'est pas fait pour susciter des opinions ou des débats contradictoires. Il s'agit uniquement de poster de belles images qui plaisent, avec en légende 2 phrases qui ne peuvent donner lieu à quoi que ce soit de conflictuel. Et c'est hélas vers ça que notre société évolue. Tout le monde a peur de commettre un impair et s'aligne donc de plus en plus sur des opinions majoritaires qui ne font pas de vagues. Dandy Diary, le blog mode de David, est un pur produit de la culture narcissique d'Internet. Mais il reflète aussi des contradictions. En quelques secondes, l'avant-garde créative peut devenir icône d'une consommation effrénée. Je ne sais pas si je parlerais de décadence pour ça. Mais aujourd'hui, tout est accessible en un clic. Et ça rend paresseux. De plus, à force de consommer sans modération, nous avons tout dans notre société de surabondance. Au bout du compte, nous sommes gavés. Nous pouvons tout obtenir en un temps record. Nous faire livrer notre nourriture, trouver des informations en un clic. Ça, selon moi, c'est décadent. Cette démesure et ce trop-plein. Retour dans les Hauts-de-France, à Denain, sinistré par la fermeture des aciéries. Le photographe Vincent Jarousseau se rend dans l'un des hangars d'où la production locale partait vers les laminoirs. C'est pas la fin du monde, mais disons que ce sont des lieux qui sont absolument chargés de mémoire. Les gens qui vivent ici, on les a laissés aussi, on les a abandonnés d'une certaine manière. Donc finalement, pour moi, il y a un lien entre ces paysages, ces bâtiments abandonnés et une population qui l'a été tout autant. La désagrégation du tissu social est aussi un signe de décadence. Elle est bien réelle, et Vincent Jarousseau tient à en garder une trace. En France, 9 millions de personnes, soit 14% de la population, vivent en dessous du seuil de pauvreté. À Denain, le chiffre s'élève à 45%. Il n'y a plus de collectifs comme à l'époque des grandes usines où il y avait les syndicats, où il y avait une classe ouvrière qui faisait partie finalement d'un groupe et qui s'auto-organisait. On est passé à une autre époque, hein, où c'est l'individu qui prime sur le collectif. Pour les classes populaires, cette individualisation des rapports sociaux
est beaucoup plus violente que pour des personnes qui auraient un bagage social, éducatif, culturel plus conséquent. On se retrouve seul. Des endroits comme Denain, il en existe partout en Europe. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Je crois que l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs perspectives qui sont proposées. Il y a la solution nationaliste, le repli identitaire, avec teinté d'une certaine forme de nostalgie. Et sur un territoire comme Denain, ça marche très bien. Hein. Et c'est très facile pour le Rassemblement national, d'une certaine manière, de mobiliser les gens ici sur cette perspective-là, mais qui n'en est pas une de mon point de vue. La cathédrale de Freising, en Bavière. Le cardinal Reinhard Marx est archevêque du diocèse de Munich et Freising. Il voit dans le populisme extrême une cause du déclin actuel et non sa conséquence. Quel est l'avenir de notre démocratie? Certains de gauche comme de droite pensent qu'une dictature serait finalement plus simple. Les uns parce que c'est ce qu'ils veulent, les autres, j'imagine, pour soi-disant œuvrer au bien de l'humanité tout entière, parce qu'ils ont des idées bien arrêtées à ce sujet. Et je trouve ça préoccupant. Ça veut dire que nous pourrions un jour cesser de vivre dans une société ouverte et libre. La plus belle chose qui peut-être arrivera, c'est précisément si nous, les plus nombreux, on se respecte, qu'on soit gilets jaunes, français, allemands, enfin tout ça, que pour le climat, enfin tout ça. La grande lueur d'espoir, c'est évidemment de se battre tous ensemble pour sauver l'humanité, la planète. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter comme lutte humaine, comme poésie, comme créativité, comme sauver l'humanité? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la planète est menacée à cause des capitalistes. Potsdamer Platz, à Berlin. La place reconstruite devait être l'emblème de la réunification allemande. Mais son architecture n'a laissé aucune place à l'humain. Cet endroit est décadent. On y voit du béton à n'en plus finir, sans aucun espace de vie collective, aucun lieu de partage, pas d'air ni d'arbres. Les lieux comme celui-ci se multiplient. Le rayon d'action des décisions prises par les grands groupes, qui ont leur siège ici, s'étend bien au-delà des limites de cette place. Nous, les citoyens, les familles, nous n'avons pas notre mot à dire sur la conception des lieux, sur le visage de la ville. Pour qui sommes-nous ici? Pour qui tout ça a-t-il été construit? C'est la question qu'on peut se poser. Pour Anne-Marie Botzky, la participation citoyenne est un principe fondamental de la démocratie qu'elle juge actuellement vidée de son sens par le capitalisme. Comme elle, des centaines de milliers de jeunes de par le monde se rebellent contre cet état de fait. Dans cette crise, le système politique n'est pas à la hauteur. Il y a 30 ans qu'on connaît la gravité de la catastrophe climatique et les émissions à effet de serre continuent d'augmenter. Nous exigeons que le gouvernement dise la vérité. Nous réclamons un retour rapide à la neutralité carbone, ainsi que la convocation d'une assemblée citoyenne pour faire de la politique autrement et donner la parole aux citoyens sur ces grandes questions. Et pour ce bouleversement radical de la société, nous avons besoin de tout le monde. Anne-Marie Botzky est l'une des porte-paroles de la branche allemande du mouvement écologiste Extinction Rebellion. Anne-Marie a étudié l'économie à Londres et travaillé comme journaliste.
Elle a rejoint le mouvement il y a 2 ans. J'ai eu le déclic à la conférence internationale sur le climat, la COP21 en 2015 à Paris, à laquelle j'assistais en tant que journaliste. C'était un moment historique, décisif. Les climatologues les plus réputés du monde y ont exposé ce qui se passera si on n'impose pas clairement cette limite de 1,5 degré. Tout le monde avait un casque de traduction et entendait donc la conférence dans sa propre langue. J'ai regardé autour de moi et je me suis demandé comment ça se fait que les gens soient si calmes alors qu'il en va de notre survie. C'est à ce moment que j'ai décidé de quitter mon poste et de changer d'activité pour me consacrer entièrement à cette transformation dont la société a besoin. Je me demandais, qui va construire ce monde ? Désobéissance civile et action de rue sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre la bétonisation et le changement climatique. Mais peut-on endiguer ainsi la décomposition de notre monde ? Beaucoup s'en agacent, d'autres applaudissent. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, que les riches ne freinent pas, qu'ils accélèrent comme une arme de destruction massive de la partie la plus pauvre de l'humanité, au seul bénéfice des plus riches qui, eux, auront les moyens financiers, les moyens de solidarité pour se protéger. Mais là, vous devez le sentir aussi bien en Allemagne qu'en France, dans le monde entier. Vous voyez la jeunesse qui se lève parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus d'air pour respirer, ils n'auront plus d'eau pour boire, ils n'auront plus de nourriture saine pour manger. Ce qui est décadent, ce sont ces entreprises qui utilisent la corruption pour continuer à imposer les énergies fossiles et à nier le réchauffement. Je ne les comprends pas. C'est un crime contre l'humanité. Et beaucoup pensent qu'il faudrait les juger à la haie. La destruction de l'environnement vue comme un crime contre l'humanité. Opinion radicale ou idéologie d'une secte élitiste. Aujourd'hui, la peur de l'apocalypse suscite de plus en plus d'explications simplistes. Le monde ne peut exister éternellement. Il y aura une fin. Il y a des catastrophes et des guerres. Jésus a dit, en regardant le temple, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Et cela s'est vérifié quelques années plus tard. Ces images sont là pour nous avertir, pour nous prévenir que la chute est possible et même certaine. Mais nous y opposons l'espérance qui est plus forte. Le problème, à mon sens, c'est pas tellement de vivre dans la décadence, c'est de s'interroger sur les moyens qui nous en font sortir. Parce que vouloir lutter contre un processus qu'on juge négatif, c'est très bien, mais par contre, vouloir redonner à une société entière la santé me paraît être au moins aussi dangereux qu'un processus de décadence. Il y a 150 ans, la peinture décadente en donnait une preuve flagrante et choquait la bourgeoisie. Le déclin intellectuel d'une époque ne peut être empêché, même par une église restée incontestée pendant des siècles. Au contraire, car celle-ci est également touchée. Pour pouvoir bien conseiller les autres, il faut balayer devant sa porte. Le cardinal Marx voit la longue omerta sur les abus sexuels au sein de l'Église comme un symptôme de décadence. Le scandale a été un moment très difficile pour moi. La combinaison de l'autorité spirituelle et du pouvoir a toujours comporté des risques. Et c'est encore plus vrai au sein de l'Église. Dans le monde politique et économique aussi, c'est dangereux. Mais c'est bien pire dans l'Église, quand le pouvoir spirituel mène à l'abus de pouvoir, quand des abus sexuels sont commis au nom de Dieu. Pas seulement sexuels d'ailleurs, il peut aussi s'agir d'abus financiers ou d'abus de pouvoir. Pour échapper au déclin, il faut s'ouvrir et non s'isoler. Mais un peu partout dans le monde, des dirigeants autoritaires exigent que la religion se mette au service de leur politique.
Il y a 20-30 ans, je n'aurais pas cru possible qu'on puisse revivre ça, que la religion puisse à nouveau être instrumentalisée. Den Schrei der Armen zu hören und den Schrei der Erde. Und das gehört zusammen. Es gehört zusammen. Das, was der Erde, diesem wunderbaren blauen Planeten angetan wird, C'est peut-être lié à des peurs, à une quête d'identité et de sécurité, à la complexité du monde d'où l'on croit se retirer, à ce désir d'un havre sûr, d'un territoire inviolable qu'on défend pour que personne ne puisse nous le prendre. Mais ce n'est pas ainsi que nous gagnerons l'avenir. Et tout cela peut entraîner une perte de liberté qui, à long terme, peut très mal tourner. Schluss damit! Schluss damit! Wer geht in diesen Dreck hinein? Wer wird die Menschen retten? An Leib und Segen. Liberté religieuse, indépendamment de la morale et de l'État, et liberté de faire ses propres choix de vie. Liberté d'expression et droit d'élire ses représentants sont des principes incontournables de la démocratie. Comment protéger ces principes et empêcher la peur du déclin de se répandre dans nos sociétés? À Strasbourg, Frédéric Robert et son compagnon Laurent Renaud savourent la matinée avant d'ouvrir leur salon de thé. Avoir une maison, un immense jardin et vivre discrètement, c'est ma règle, discrètement, mais sans tricher. C'est le rêve absolu, vivre normalement sans les regards idiots du peuple. Ah, mon pain au chocolat. Ok, super. Merci beaucoup. Super. Frédéric et Laurent sont en couple depuis plus de 20 ans. C'est que nous autres, par rapport à notre style, notre concept de vie, nous voudrions nous déplacer dans un village tout près d'ici. Oui. Nous serions déjà repérés comme la vraie décadence. Je sais pertinemment que rien que traverser une rue habillée comme ça, nous serions déjà le repère absolu de quelque chose d'anormal. C'est ça qui est spécial. Leur salon de thé est le fruit d'un travail d'équipe. Le volet artistique est le domaine de Frédéric, tandis que Laurent, le pâtissier, crée des madeleines plus originales les unes que les autres. Alors l'histoire de Dita Von Teese, en fait, c'est pour moi une grande inspiration. J'ai vraiment été très séduit par cet univers de cette Dita Von Teese, et je voulais vraiment rendre hommage à cette personnalité autour du cabaret, d'un univers voilà, érotique, d'un univers voilà, sensuel. La petite perle qui va évoquer donc la mouche sur cette mode. On va la déposer comme ça. Et pour finir, on va déposer cette petite poudre là qui va donner une petite côté paillette, voilà, de toutes les par petites touches. Un groupe a réservé pour un enterrement de vie de jeune fille. Bienvenue. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bienvenue dans la maison. Et puis vous avez aussi un printemps japonais vu du ciel, yuzu, thé vert, bambou, cédra et fleurs de cerisier du Japon. Là on est dans quelque chose de très très zen. Ensuite je vais vous transporter dans un paysage qui vient de ma région, vers Saint-Rémy-de-Provence. C'est ce qu'on appelle après la pluie. Cet arbre est très spécial, il existe d'ailleurs à la sortie d'Égalières en Provence. Quand la pluie passe sur cet arbre en fleurs, on y sent le romarin fleuri, on y sent aussi le cyprès mouillé, on y sent effectivement à l'intérieur de l'angélique.
Moi, je souhaite que tout soit unique. C'est-à-dire, tout ce qu'on donne avec son cœur, vous devez, depuis 20 ans, le renouveler sans cesse. Pour moi, c'est naturel de donner. Le soir, c'est difficile. Il y a l'effet ce que j'appelle le boxeur qui est épuisé. Mais le lendemain matin, quand tout recommence dans cette vie, c'est toujours la même énergie de créer et d'apporter à chacun et à chacune, à mon sens, un moment exceptionnel. Si dans une société ouverte, certains voient la décadence comme la célébration du beau, une forme de résistance ironique, pour d'autres, elle est synonyme de faillite morale et de déclin de l'humanité. Si je veux reprendre et faire un comparatif finalement entre Paris et Denain, on sait que par exemple les ouvriers ont un bilan carbone bien meilleur que les classes supérieures et professions intellectuelles supérieures, pour des raisons liées effectivement à la consommation, mais pour des raisons liées au déplacement. On va faire en sorte d'accueillir des touristes pour aller dans ces boutiques de luxe, acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui ont été produits dans des conditions finalement indignes d'un point de vue social et environnemental. Donc effectivement, c'est véritablement une forme de décadence. Ces photos sont régulièrement publiées dans des magazines internationaux. En France, les reportages de Vincent Jarousseau ont été distingués par de grands prix de photojournalisme. Son credo, si tu photographies ta ville, tu photographieras le monde. En 2019, Vincent Jarousseau a publié son premier roman photo social sur les habitants de Denain. La grande décadence pour moi, c'est aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, est principalement liée à la question de l'argent, à la question du pouvoir et de l'argent. Dans Les Racines de la colère, Vincent Jarousseau donne la parole aux habitants de Denain. On est revenu à la situation quasiment antérieure à la Première Guerre mondiale. Et donc on a des inégalités extrêmes dans le monde qui ont des conséquences folles. Et principalement des conséquences à la fois évidemment sociales et des conséquences environnementales qui sont dramatiques. Le langage et les images façonnent notre vision du monde. La communication devient donc vite un enjeu de pouvoir, y compris quand il s'agit de déterminer ce qui est normal ou non. La notion de décadence est toujours une question de point de vue. Si quelqu'un est qualifié de décadent, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a défini comme tel. La question est de savoir qui fixe la norme de la décadence. Qui émet ce jugement et pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qui caractérise une chose? La question de la taille est souvent prépondérante. Nous voyons ici un monument qui, par définition, se doit d'être un symbole de grandeur. Il veut inciter le spectateur à lever les yeux vers lui. Et cela nous rend tous égaux. Tout le monde est obligé de lever les yeux. Les images nous montrent que le monde change en permanence et que personne n'est à l'abri du déclin. C'est cette fragilité qu'Anna Drumm, historienne de l'art et sémiologue du cinéma, s'attache à rendre visible. Notre langage s'articule toujours en termes spatiaux, du haut vers le bas. Quand nous disons que quelque chose tombe, quand nous parlons de chute, nous adoptons ce point de vue. Toutes ces notions de haut, de bas, de grand, de petit sont très proches et renvoient toujours à l'idée de mesure. Idem pour les quantités. Beaucoup, un peu, la langue mesure en permanence. Selon Anna Drumm, les images de déclin sont toujours jugées honteuses. Mais cette honte est à géométrie variable. C'est un aspect très important dans la notion de décadence. Qui détermine ce qu'on ne peut pas montrer, ou la façon dont on peut le montrer? Qui définit ces tabous?
La honte liée aux interdits est commune à toutes les cultures. Mais les limites à ne pas franchir sont définies selon des critères très différents. À l'école des beaux-arts de Dresde, Anna Drum illustre sa théorie sur les interactions entre décadence et honte. Elle s'appuie sur un classique en noir et blanc qui a fait scandale à sa sortie et a longtemps été interdit. Réalisé en 1932, Freaks, la monstrueuse parade, raconte l'amour tragique d'un Lilliputien montré comme phénomène de foire dans un cirque ambulant pour une belle et grande trapéziste. She's the most beautiful big woman I have ever seen. Why, Hans, how you talk? I should be jealous for these things. Hans tombe sous le charme de Cléopâtre, la belle acrobate. Are you laughing at me? Why, no excuse. Thanks, I'm glad. Elle a remarqué son trouble et laisse tomber sa cape d'un geste presque décadent. Elle se réjouit de l'effet qu'elle produit sur Hans et s'en amuse aussi un peu. On voit dans son regard qu'elle ne le prend pas au sérieux. Freaks, la monstrueuse parade est un film tourné par Todd Browning, le réalisateur du premier Dracula parlant. Le mot freaks désignait des personnes atteintes de difformité qui étaient montrées comme attractions dans des cirques ou des fêtes foraines. À l'époque, le film de Todd Browning a déclenché un scandale inouï. Les gens étaient très perturbés par les images. On a rapporté beaucoup d'histoires de spectateurs épouvantés qui quittaient la salle en criant. Une femme a attaqué le producteur parce qu'elle avait fait une fausse couche. Toutes ces anecdotes montrent bien quel effet les images peuvent, doivent et veulent avoir. Cléopâtre finit par épouser Hans parce qu'il a hérité d'une fortune. Tous les freaks du cirque sont invités à la noce. Les difformités des acteurs étaient authentiques. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Quand on allait voir des films comme Frankenstein ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on savait que l'apparence des acteurs était créée au maquillage en studio. Mais là, c'était leur véritable physique. Et si on y ajoute ce scénario de film d'horreur, c'était trop pour les spectateurs. Plus qu'ils ne pouvaient en supporter. Ce que Cléopâtre ne supporte pas, c'est de voir que tout à coup, les monstres n'ont plus honte et se sentent normaux. Les normes qui les séparaient, la distinction entre petits et grands, bons et mauvais, ont disparu. On peut clairement employer le terme de décadence parce que beaucoup y ont vu une dégénérescence, un déclin moral, un outrage. Une grande partie du public a vraiment eu peur. Pourtant, si on regarde le film en détail, on peut se demander ce qui concrètement les a effrayés. La décadence est l'art de transgresser les tabous. À Berlin, les convives de David Roth ne jouent-ils qu'un rôle? Beaucoup trouvent décadent ce qui se passe ici. Mais c'est justement dans cette vie que David se sent libre et épanoui. On vit très longtemps dans l'attente du moment où on sera arrivé quelque part. Mais ce moment ne se produira jamais complètement. Je suis en plein dans ma vie, celle qui me correspond. Dans ce petit appart avec vue sur les bouleaux, je n'ai pas besoin d'une maison à moi, et je n'en aurai sans doute jamais. Chacun ses valeurs, et d'une certaine manière, on rentre là dans une opposition entre ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui pensent que la première des valeurs, c'est la liberté, ceux qui pensent que c'est l'égalité.
Qu'est-ce qui nous effraie dans le déclin d'une culture? Pourquoi avons-nous besoin de la décadence pour expliquer notre propre époque? Peut-être parce que nous avons peur de la fin et craignons d'être mis face à nous-mêmes. Ce qui est vraiment décadent, c'est de penser que les choses sont là, qu'elles le sont pour longtemps, que nous n'avons pas d'efforts pour les acquérir et surtout qu'elles nous sont toujours facilement accessibles. Il y a des idéologies du déclin qui dénoncent une prétendue dégradation des mœurs et voient la décadence comme une arme de combat politique. L'idée n'est pas de rendre notre monde plus effrayant, mais meilleur, et de nous réjouir des changements à venir, même si, pour l'heure, nous en ignorons tout. Dans une phase de décadence, il y a toujours des individualités qui peuvent être plus fortes que la décadence, apparaître, subjuguer, des génies, des gens intéressants, qui font des choses très créatrices. Mais ce sont des individus.